10 jours après sa libération, la ville de Kherson fait face à de nombreuses difficultés comme la destruction de nombreuses infrastructures et la présence de mines. Au Kazakhstan, le président sortant Kassym-Jomart Tokayev est donné largement vainqueur de l'élection présidentielle selon les premiers sondages. Les Kurdes du nord de la Syrie ont manifesté ce dimanche contre les raids de l'armée turque qui ont fait une trentaine de morts dans la nuit de samedi. Bilan mitigé pour la COP27, un accord historique en faveur des pays pauvres mais des engagements pour la réduction des émissions mondiales insuffisants. À Kherson, le terminal pétrolier brûlait toujours ce dimanche, plusieurs jours après avoir été bombardé par les forces russes. Dans la ville, l'euphorie de la libération est retombée ces derniers jours. Les habitants doivent désormais faire face à la chute des températures alors que de nombreuses infrastructures énergétiques ont été détruites. Mais pas de quoi entamer le moral de cet habitant qui déclare « Nous sommes forts, nous avons survécu à l'occupation, alors nous survivrons à leurs missiles ». Un autre danger guette les habitants de la région, la présence de nombreuses mines laissées par les Russes lors de leur retraite. Selon Volodymyr Zelensky, 2000 mines ont été neutralisées, mais il appelle les habitants à la plus grande prudence. Vous pouvez conduire sur les routes, mais il ne faut pas en dévier, affirme cet habitant. À Pokrovski, une voiture est sortie de la route et a volé dans les airs. De telles choses peuvent arriver. Vous pouvez aussi marcher sur quelque chose dans l'herbe. Malgré la libération de leur ville, le retour à la normale semble encore loin pour les habitants de Kherson. Sans surprise, le président sortant Kassym-Jomart Tokayev est donné largement vainqueur de l'élection présidentielle au Kazakhstan. Selon un premier sondage de sortie des urnes réalisé pour la radio et la télévision d'État, il aurait obtenu plus de 82% des voix. Face à lui se tenaient 5 candidats quasi inconnus des électeurs. Cette large victoire devrait lui permettre de consolider son pouvoir après une année noire, marquée par des émeutes sanglantes et une impitoyable lutte des clans dans ce pays autoritaire le plus grand et le plus riche d'Asie centrale. Le Kazakhstan avait plongé dans le chaos en janvier. Des manifestations contre la vie chère avaient alors dégénéré en émeutes avant d'être brutalement réprimées, provoquant la mort de 238 personnes. Le pays reste très impacté par cette crise. Signe que les tensions persistent, les autorités ont annoncé jeudi avoir arrêté 7 partisans d'un opposant en exil, accusés de fomenter un coup d'État. Les Kurdes du nord de la Syrie ont crié leur colère ce dimanche. Ils manifestaient contre les raids de l'armée turque qui ont tué une trentaine de personnes et blessé des dizaines d'autres samedi soir dans les provinces de Raqqa, Hasakeh et Alep, selon les chiffres des autorités autonomes kurdes. Les frappes auraient aussi visé des infrastructures énergétiques. Ils ont bombardé la centrale électrique 5 fois. Elle a été complètement détruite. Il ne restait rien. Nous sommes restés ici pour retirer les blessés de sous les décombres. Quand soudain, un avion nous a survolés. Alors, il ne nous restait plus qu'à fuir. La Turquie affirme avoir lancé cette opération en représailles à l'attentat qui a fait 6 morts à Istanbul le 13 novembre. Pour Ankara, ce sont les forces kurdes syriennes et le Parti des travailleurs du Kurdistan qui sont à l'origine de l'attaque. Les forces kurdes ont affirmé que ces raids de l'État turc ne resteraient pas sans réponse. Après de longues négociations et plus d'un jour de prolongation, la COP27 s'est finalement achevée sur un bilan en demi-teinte. Aucun effort supplémentaire sur la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais un accord historique pour créer un fonds visant à compenser les dégâts du réchauffement climatique sur les pays pauvres. Mes amis, nous avons entendu les appels et nous avons répondu. Aujourd'hui, ici à Sharm el-Sheikh, nous avons créé le tout premier fonds dédié aux pertes et dommages, un fonds qui a mis si longtemps à se créer. Mais le principal point de frustration réside dans la limitation des émissions mondiales. Pas de nouveaux engagements ni d'évolution en vue sur la sortie des énergies fossiles. Le texte final appelle à une réduction rapide des émissions sans entrer dans les détails.
Nous voulions également faire des pas en avant définitifs. Nous étions beaucoup à être d'accord pour proposer un certain nombre de mesures qui auraient contribué à cela. Les mesures pour s'engager à un pic des émissions en 2025, comme la science nous le recommande, pas dans ce texte. Le suivi clair de la réduction progressive du charbon, pas dans ce texte. L'engagement net à éliminer progressivement tous les combustibles fossiles, pas dans ce texte. Et le texte sur l'énergie s'est affaibli dans les dernières minutes. À la fin de la COP27, les experts du climat avertissent que le monde est toujours au bord de la catastrophe climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre reste la seule réponse. Aux États-Unis, une fusillade dans un club LGBT+ a fait au moins 5 morts et 18 blessés. Le drame s'est produit dans la ville de Colorado Springs dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu'un homme âgé de 22 ans est entré dans l'établissement muni d'un fusil avant d'ouvrir le feu. Le tireur présumé a été arrêté et transporté à l'hôpital. Les autorités n'ont pas encore donné d'indication sur le mobile de la tuerie. Retour aux sources ce week-end pour le pape François. Le souverain pontife s'est rendu dans le Piémont, région du nord-ouest de l'Italie, dont sont originaires ses ancêtres. Le pape en a profité pour célébrer le 90e anniversaire de l'une de ses cousines, dont le grand-père est le seul de la fratrie à ne pas avoir émigré en Argentine. Une autre Coupe du Monde de football a débuté en Syrie ce week-end. À Idlib, dans le nord-ouest du pays, près de 300 enfants participent à ce tournoi organisé par une ONG. L'objectif est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les enfants qui vivent dans des camps de déplacés dans cette région, tenus par des opposants au régime de Bachar al-Assad. Cette deuxième journée du mondial de football au Qatar marque l'entrée en scène de l'Angleterre. Et le pays devra faire sans son arrière latéral droit, Kyle Walker, blessé aux adducteurs. Le défenseur de Manchester City n'a pas joué depuis le 2 octobre. Face aux Anglais, l'Iran qui participe à sa 3e Coupe du Monde consécutive. Et la sélection iranienne n'est pas non plus épargnée par les blessures. Le milieu de terrain Omid Ebrahimi est forfait pour ce mondial, blessé à l'aine. L'attaquant du Bayer Leverkusen, Sardar Azmoun, fait quant à lui partie de l'effectif, malgré une déchirure au mollet le mois dernier. Dans l'autre match du groupe B, le pays de Galles, qui joue la 2e Coupe du Monde de son histoire, affrontera les États-Unis ce lundi. Après Qatar-Équateur, l'autre match du groupe A opposera le Sénégal aux Pays-Bas. Un Sénégal privé de son meilleur joueur, Sadio Mané, qui a joué un rôle clé dans la victoire du pays en Coupe d'Afrique des Nations cette année. À la place, Aliou Cissé s'appuiera sur Ismaïla Sarr en attaque. Les Pays-Bas sont de retour dans la plus grande compétition du foot après avoir manqué le mondial en Russie il y a 4 ans. Il s'agit sans doute de l'une des seules grandes nations du foot à n'avoir jamais soulevé le trophée de la FIFA. Ces deux équipes sont les favorites pour accéder aux phases à élimination directe et ce match pourrait être décisif pour le classement du groupe A. Des instruments qui redonnent vie à leurs anciens propriétaires. Ces violons appartenaient à des musiciens juifs déportés pendant l'Holocauste. Ils ont de nouveau retenti lors de 2 représentations exceptionnelles à Paris cette semaine. Parmi la collection de passage à Paris, 16 violons que les musiciens de l'orchestre du Palais Royal ont eu l'honneur de jouer. Il faut savoir qu'un instrument qui n'est pas joué, c'est un instrument qui meurt. Donc s'il n'était plus joué, ce serait une double peine, je dirais, pour ces violons-là. Ces concerts ont été possibles grâce à Amnon Weinstein, qui vit à Tel Aviv, en Israël. Ce luthier a consacré sa vie à retrouver ces instruments ayant appartenu à des juifs ou des tziganes disparus pendant la Shoah. Certains portaient encore les stigmates du génocide. J'avais des tablets de violon comme celui-là, et là, c'était une poudre noire dans les violons. Parce qu'il avait joué pas loin de l'écromotorium, et les poudres noires, c'était dans l'air, et c'était rentré dans les violons. À ce jour, 110 instruments à cordes ont été restaurés par ses soins.
L'association Les Violons de l'Espoir leur permet d'être joués par les plus grands orchestres du monde.